Salut chers téléspectateurs, je suis très heureuse de vous retrouver après cet arrêt de quelques semaines. Bienvenue sur ce programme qui chaque semaine vous amène à la rencontre des acteurs qui font bouger le secteur des TIC en Afrique. Le sommaire de cette première édition de la saison 3, c'est tout de suite. ActuNet est de retour et pour cette première de la troisième saison, on vous amène en Côte d'Ivoire qui a décidé de lancer son technoparc. Dans le buzz, tout un peuple s'est mis à genoux cette semaine pour prier au rétablissement de l'ancien capitaine des Lions Indomptables du Cameroun, Rigobert Song-Bahnak. Émotion dans Demain l'Actu où vous verrez des jeunes enfants très intéressés par les TIC. On les a rencontrés dans le cadre du projet Demo Kids de Genius Center. Retour en Côte d'Ivoire pour recevoir une icône du digital en Afrique. Edith Brou raconte son parcours. Bienvenue dans ActuNet. Nouvelle saison, nouveau look. Tout de suite, on retrouve Steve Gabengena pour le tour des informations qu'il ne fallait pas manquer dans le secteur des TIC en Afrique cette semaine. Salut Steve. Salut Annie, cette semaine, la revue du web nous amène au Cameroun où l'opérateur public de télécommunications a suspendu les administrations publiques pour insolvabilité. Nous irons également en Côte d'Ivoire. Oui, la Côte d'Ivoire a décidé de s'inspirer des technoparks du Maroc pour promouvoir l'innovation dans le pays. Allons-y donc. La seconde édition du Bloggers Forum a démarré ce samedi 7 octobre à Douala au Cameroun. 2 jours durant, les blogueurs camerounais prennent la peine d'expliquer au public leur activité qui demeure encore incomprise de la majorité des Camerounais. L'objectif étant de promouvoir les blogueurs et leurs activités et de susciter des carrières auprès de la jeune génération. Elodie Nonga, la promotrice de ce forum, nous explique les objectifs des Bloggers Forum. On sait qu'ailleurs, le blogging est une activité à part entière qui fait gagner de l'argent. Mais au Cameroun, on peine encore. On se dit peut-être c'est parce que les blogueurs ne prennent pas cette activité au sérieux. Donc l'enjeu pour cette édition-ci, c'est de faire en sorte que, c'est de pousser déjà le public à s'intéresser beaucoup plus au blogging et de pousser aussi les blogueurs de l'autre côté à être beaucoup plus professionnels. En Afrique, plusieurs pays sont encore en dessous des 3% de la population connectée. C'est le triste constat dressé par la Commission des Nations Unies sur le haut débit au service du développement durable dans son rapport 2016 publié le 15 septembre dernier. Parmi les mauvais élèves, le rapport épingle le Tchad qui n'a que 2,7% de sa population qui a accès à Internet, la Sierra Leone 2,5%, le Niger 2,2%, la Somalie 1,8% ou encore l'Érythrée 1,1%. La grande surprise du rapport vient de l'Inde qui dépasse désormais les États-Unis en devenant le 2e pays le plus connecté au monde, juste derrière la Chine. Le Technoparc de Casablanca va servir de modèle à la Côte d'Ivoire pour la mise en place d'un réseau de technocentres. Une convention a été signée à cet effet le 24 septembre dernier au Maroc en marge de la première édition du Salon international de l'innovation et de la transformation digitale ex-Africa ITEXPO. Il s'agit de permettre à la jeunesse ivoirienne de réaliser des innovations, de bénéficier d'infrastructures pour développer leur start-up. Au Cameroun, enfin, l'opérateur public des télécommunications, la Camtel, a engagé le 26 septembre dernier une opération de recouvrement forcé de ses créances. Fait inédit, l'opérateur a suspendu les lignes téléphoniques ainsi que la connexion Internet dans les administrations publiques, dont les ministères et les médias à capitaux publics. Au total, Camtel exige le paiement des créances qui s'élèvent à 65 milliards de francs CFA. La compagnie envisage même de saisir la justice si ses créanciers s'obstinent à ne pas régler leurs factures. Je crois que nous avons fait le tour. J'étais très ravi d'être avec vous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre tour complet de l'actualité du web en Afrique. Mon premier invité de ce ActuNet saison 3 est une blogueuse ivoirienne dont la réputation n'est plus à établir. Classée par le magazine Jeune Afrique parmi les 50 jeunes qui font bouger la Côte d'Ivoire, Edith Brou est notamment à l'origine de quelques campagnes qui ont très bien marché, comme Moussé contre Ebola. Elle a été pendant longtemps digital manager dans l'une des plus grandes agences de communication digitale en Côte d'Ivoire et est depuis quelque temps à la tête de sa propre agence. Nous l'avons rencontrée il y a de cela quelques mois à Dakar, au Sénégal. Salut Edith. Bonjour Annie. Alors, enfin? Enfin oui. Après de longues péripéties et des rendez-vous manqués.
On se retrouve ici à Dakar. Est-ce que c'était important pour toi d'être ici au Festival en Afrique des blogueurs et youtubeurs? Oui, déjà le thème Festival des blogueurs et des youtubeurs en Afrique m'a interpellée parce que on va pas dire que c'est forcément la première fois, mais je veux dire que c'est vraiment symbolique de par son gabarit et de par le fait que on a des blogueurs venant du Kenya, de l'Algérie, du Nigeria, de la Côte d'Ivoire qui se réunissent ici depuis 3 jours à Dakar. Donc il était important pour moi d'y participer et de pouvoir rencontrer également des personnes que je connais déjà et d'autres que je découvre également. Alors vous êtes aujourd'hui une des personnes les plus influentes du web ivoirien. Quand tu jettes un regard en arrière, qu'est-ce que tu te dis? Je dis en fait que ça me dépasse parce que je ne m'attendais pas à ça. Je suis têtue. Quand je fais quelque chose que j'aime, j'y vais à fond. Et j'ai envie d'impacter les plus jeunes à se rendre compte qu'on n'est plus dépendant forcément des matières premières. Comme le cacao, même si c'est toujours important, ou bien les ressources minières. On va dire que c'est un héritage de nos parents. Mais voilà, l'Internet, c'est une denrée qui n'est pas palpable. Le numérique n'est pas palpable. Les datas ne sont pas palpables en griffe. Ils sont mesurables, mais ils ne sont pas palpables. Et c'est un moyen pour les jeunes Africains qui se plaignent de chômage de pouvoir le résorber à leur manière, de gagner 6 mois d'avance sur leurs professeurs à l'école ou à l'université. Donc c'est un moyen puissant pour pouvoir et les femmes et les jeunes s'émanciper. Et moi, je l'ai compris très tôt. J'ai créé mon métier sur place en Côte d'Ivoire, le community management, dans lequel j'ai débuté, parce que je ne me voyais pas faire la fonction publique comme mes parents le voulaient, parce que ça ne me disait absolument rien du tout. J'ai choisi ma voie parce que le digital me le permettait, parce que c'est un domaine qui est flexible. Donc là, aujourd'hui, je me rends compte que ce que je dis des fois touche certaines personnes. Je me rends compte que j'ai des personnes qui me suivent et quand je les rencontre dans la rue, bonjour, ça me dépasse. Je ne m'attendais franchement pas à ça. Et tu te dis que tu as une grande responsabilité parce que quand tu es invité à des conférences auprès de plus jeunes, à parler de ton métier, à les motiver à embrasser ton métier ou à créer des activités dans le domaine entrepreneur digital, tu te rends compte que tu n'es plus simplement une jeune femme, mais tu as une responsabilité sociétale en fait envers ces personnes et tu te dois d'agir dans ce sens en fait. Et toutes les actions que tu vas poser vont impacter positivement ou négativement ces personnes. Donc c'est une hyper grosse responsabilité auquel je ne m'attendais pas du tout parce que quand je reçois les messages en inbox de personnes que je ne connais absolument pas, je me suis dit waouh, il y a quelque chose qui s'est passé et là tu as intérêt à faire très attention parce que tu n'es plus juste pour toi, Edith Brou. Tu appartiens à tout le monde en fait. Et quand tu blogues, tu as par exemple ton blog, le web d'Edith, quels sont les sujets? C'est vrai que tu t'es intéressé sur ce blog-là, précisément de l'actualité IT. Pourquoi avoir choisi cette spécialisation-là? Parce que je suis une passionnée de high-tech, je suis passionnée de science-fiction. Moi je suis la génération Star Wars. J'ai regardé tous les Star Wars, le premier Star Wars, c'est ce qui m'a fait penser qu'un jour, peut-être que je deviendrai, et ça c'est aussi un autre rêve, aller dans l'espace comme astronaute, pouvoir aller sur Mars, ça c'est un autre rêve. Mais j'ai toujours été passionnée de science-fiction. Et quand j'ai découvert pour la première fois pendant le salon du livre à Abidjan, un ordinateur avec Internet surtout, ça a changé ma vie. Je me suis dit, waouh, je peux parler avec quelqu'un depuis un ordinateur. Donc le digital, le high-tech, pour moi, c'est passionnant. Et en parler, c'est naturel. Je me sens plus à l'aise de parler de ça que de parler de rouge à lèvres ou de vernis. Je suis à la base un garçon manqué. Donc je me sens vraiment plus à l'aise de parler d'innovation, de technologie, d'actualité mobile que de pâtisserie. En tout cas, garçon manqué, on dirait pas. Je me suis améliorée parce qu'avant, c'est vrai que j'étais un peu garçon manqué, mais j'essaie de m'améliorer, de faire des efforts. Alors, mais tu es aussi créatrice, cofondatrice, disons, de Ayana Webin. Pourquoi cette nécessité de créer quelque chose destiné aux femmes, voilà. Oui, parce que aussi dans mes rêves, j'ai beaucoup de rêves. J'avais toujours voulu avoir une rédaction comme Elle, ou Vogue, ou féminin.com. Avoir une rédaction féminine, mais de femmes qui écrivent pour le web.
donc de femmes africaines surtout, parce qu'on griffe les femmes africaines. À l'époque, on créait le magazine en 2011. Oh, la femme africaine, elle va sur Internet pour draguer, chercher les maris blancs. On trouve que voilà, il fallait changer cette perception. En fait, à côté, il y a d'autres. Voilà, on peut travailler entre femmes, jeunes femmes, dans le domaine du digital pour créer un magazine en ligne, écrire sur ce magazine sans se crêper les chignons, parce que les femmes se crêpent le chignon quand elles bossent ensemble. Et c'était ce défi-là, mais c'était surtout d'avoir une rédaction de féminine, de mode, de beauté, de corporate, sexualité et tout, mais écrit par des femmes. Et ça a été un challenge. Et avec mon associé, qui est mon ancienne voisine du lycée, mais amie également, Ami Kwame, on s'est dit, on partage la même passion, on a envie de faire un magazine, on va se lancer, on va le faire. On a écrit nous-mêmes tous les articles pour avoir au moins 2 ou 3 mois de contenu sur le site. Et à minuit, le 11 février, mon associé a réalisé la vidéo sur Windows Movie Maker, comme on était des amatrices. Et on a lancé le spot sur Facebook, on a tagué nos amis et puis automatiquement on a mis le premier article en ligne, la page Facebook, et c'est comme ça que ça a démarré. Il faut passer par ces personnes, ces blogueurs, ces influenceurs pour toucher différemment leurs cibles. Alors il y a un petit débat qui agite l'univers ivoirien aujourd'hui par exemple. On a tendance à penser que ceux justement qui se font sponsoriser, les influenceurs qui acceptent d'accompagner des marques sont entre guillemets des vendus. Quelle est la perception que toi tu jettes sur cette interprétation-là, cette façon de penser? En Europe, ils sont décomplexés par rapport à ça. Aux États-Unis, ils sont très décomplexés par rapport à ça. Tout dépend de l'objectif que cet influenceur ou ce blogueur définit. Après, il y a des guidelines. Je veux dire que par exemple, tu publies, tu as été contacté par une marque pour parler de Levi's, parce que tu as un blog mode. Ils veulent faire une collaboration avec toi. À toi de définir les guidelines que tu veux avoir avec cette marque. Et à toi de connaître également ton audience. Si tu te rends compte que ton audience n'apprécie pas quand tu ne mets pas post ou article sponsorisé, tu t'adaptes, sinon tu vas perdre ta crédibilité, ton audience. Donc tout est dans la manière dont chaque blogueur et influenceur définit sa relation avec ses influences, avec son audience, comment elle réagit par rapport à ses collaborations qu'il a et par rapport à la relation avec la marque. Après, un blogueur ou un influenceur, selon le domaine dans lequel il se trouve, parce qu'on ne parle pas d'activistes, on parle de blogueurs. Moi, je connais une blogueuse qui est spécialisée dans les vins et les spiritueux. Pour elle, elle sera forcément tout le temps invitée à des after-work, à des rencontres, à des dégustations de vin. Et à un moment, forcément, la marque va vouloir afficher des bannières sur son blog, va vouloir publier soit un communiqué de presse ou un article sponsorisé qui n'entache en rien, elle, les autres articles qu'elle réalise par rapport à son analyse d'un cocktail qu'elle aura bu dans un endroit ou dans un restaurant. Donc, après, c'est un métier. Chacun le définit. Si on veut en faire un métier, tant mieux. Si on veut en faire une passion, c'est un choix également. Mais moi, je vais dans 5 ans, dans 10 ans, où le jeune ou la jeune fille, depuis sa maison, écrit sur un sujet qui la passionne et elle se rend compte qu'avec ça, elle a la possibilité, si elle bossait quelque part, d'arrêter complètement ce qu'elle faisait et de se concentrer là-dessus pour en générer du business, tout en gardant sa crédibilité. Après, c'est un travail de crédibilité et de comment on se vend auprès d'une marque. Vous ne pas être contrainte par cette marque et tout, et pour ne pas perdre aussi son audience. Il faut connaître son audience, comment son audience réagit, et quand vous connaissez comment votre audience réagit, vous savez générer des revenus, mais sans complexe. On ne peut pas se séparer sans que je ne vous pose cette question. Vous voulez mettre en lien des marques avec les influenceurs. Et il y a un débat justement qui est né du fait que lorsqu'on parle d'influenceurs, on regarde le nombre de followers sur Twitter, on regarde le nombre d'abonnés. Pour vous, quels sont les critères, s'il fallait en citer 3, quels sont les critères majeurs pour savoir que quelqu'un est influenceur ou pas du tout? Est-ce que le fait d'avoir plein de followers, est-ce que le fait de beaucoup tweeter ou de poster tout le temps sur Facebook, est-ce que ça fait de vous un influenceur? C'est quoi les critères qu'une agence comme la vôtre met en avant lorsqu'elle veut peut-être conseiller à quelqu'un de s'afficher avec un influenceur bien précis? C'est le plus important déjà, c'est l'interaction, l'engagement que vous avez avec vos fans. Vous pouvez avoir 200 followers, mais quand vous publiez, c'est même 200 qui réagissent à vos publications. C'est une audience pertinente et surtout si c'est spécialisé. Si vous écrivez dans le domaine de la bourse, que vos 200 followers réagissent à chacun de vos articles en commentant, en partageant ou en likant ou en mettant en favori, c'est pertinent. Parce que vous pouvez avoir 200 000, 300 000, mais peut-être que c'est des comptes inactifs
Voilà, c'est des comptes inactifs qui n'existent pas. Si vous regardez dans les statistiques, et la plupart des agences ont la possibilité avec des outils de vérifier la qualité des followers, vous vous rendez compte que la plupart n'ont même pas de photos sur leur profil et la plupart ne viennent même pas à 30% du continent ou bien du pays dans lequel l'influenceur se trouve. C'est un critère déterminant pour la qualité de l'influenceur. Mais c'est surtout l'engagement. Au-delà du nombre de followers, parce que le nombre de followers déjà, ou le nombre de fans ou d'amis, est un critère qui interpelle déjà. Mais ensuite, il faut rentrer en profondeur avec des outils qui existent en ligne pour pouvoir analyser la qualité de ces followers, leur pays de provenance, le nombre de leurs followers à eux, parce que c'est important également. Si vous avez 50 000 qui ont un follower, c'est pas du tout pertinent. C'est un véritable travail scientifique que les agences qui travaillent dans ce domaine doivent pouvoir faire avant de déterminer si vous êtes influenceur ou pas. Alors Edith, je veux que tu me dises, au Cameroun par exemple, les entreprises, être sur le digital, ça commence tout juste à bouger, si je peux parler ainsi, la présence est encore très faible. On a l'impression qu'elles ne comprennent pas forcément l'intérêt. Quelle est la situation en Côte d'Ivoire? Est-ce que tu penses que ça va évoluer? En Côte d'Ivoire, en tout cas, les entreprises ont compris. Parce que j'en connais beaucoup qui régulièrement recherchent des profils de community manager. Il y en a qui viennent de l'étranger pour s'installer, surtout les pays du Maghreb, qui viennent avec beaucoup d'agences s'installer, ou bien des marques qui viennent s'installer, qui recherchent à recruter des digital managers, des social media managers, des profils qui sont dans le domaine du digital. En Côte d'Ivoire, en tout cas, ça bouge. Donc moi, ce que je dirais après, par rapport au cas du Cameroun, je pense que ça va évoluer, forcément. Si on prend 2005 et qu'on le compare à 2016 maintenant, il y a une grosse évolution. Qui aurait pensé que de 512 kilobits par seconde, qui était une référence, on passerait à 1 mégabit, on va dire qu'il y a une référence, que vous avez une connexion, franchement, vous n'allez pas prendre 512 pour travailler avec. Donc, ça va évoluer, c'est inévitable, parce que les entreprises vont de plus en plus, si elles ne travaillent pas avec des agences digitales, vont de plus en plus internaliser au sein de leur service communication, ou même de détacher, un pôle digital. Parce qu'elles se sont rendues compte que pour toucher sa cible, aujourd'hui en 2016, il faut aller sur les réseaux sociaux. Et la nouvelle cible qui arrive, c'est-à-dire la génération Z, donc la génération de mes enfants, il faut commencer dès maintenant à travailler avec cette génération qui ne vit et qui ne respire que par Snapchat. Donc il y a un véritable intérêt des entreprises, qu'elles soient locales ou internationales. Et je pense que c'est surtout les entreprises internationales qui viennent s'installer avec leurs multinationales qui tirent vers le haut les entreprises locales en leur montrant que nous, on a compris. C'est par le digital qu'on va générer des ventes. Si vous restez à attendre, à nous regarder, on va tout récupérer. Donc vous avez intérêt à vous mettre sur le digital et ça bouge en Côte d'Ivoire. Et je pense qu'au Cameroun également, ça va bouger. C'est inévitable. Merci à vous. Je rappelle que Edith Brou a reçu le prix de l'entrepreneuriat féminin TIC 2016 dans son pays, en Côte d'Ivoire. Retrouvons à présent Violetta Massoussi pour le tour du buzz qui, pour l'occasion, a un seul sujet à l'ordre du jour. Il s'agit de l'état de santé de l'ancienne capitaine des Lions indomptables du Cameroun, Rigobert Song, qui a tenu la toile en haleine toute cette semaine. Salut Annie, c'est un réel plaisir de faire partie à nouveau de cette belle équipe d'ActuNet. Comme vous le disiez tantôt, l'ancien capitaine des Lions indomptables du Cameroun a été victime d'un accident vasculaire cérébral samedi dernier. Tout de suite après l'annonce de son internement, des millions d'internautes lui ont souhaité prompt rétablissement. Une union de prières gâchée en l'espace d'une journée par une photo de l'ancien footballeur en salle d'urgence qui a circulé sur Internet. C'est dans le buzz de la semaine. Rarement on a vu un acte condamné de manière aussi unanime sur les réseaux sociaux au Cameroun. Une photo de Rigobert Song, à moitié nu, inconscient dans une salle du centre des urgences de Yaoundé, a été postée sur les réseaux sociaux le 3 octobre au soir. Immédiatement, une pluie de protestations s'est fait entendre pour condamner cette violation flagrante du respect à la dignité. D'aucuns estiment que les Camerounais ne sont simplement pas prêts pour les réseaux sociaux. Certains ont même menacé de supprimer leurs amis qui partageraient la photo. Une internaute dit avoir passé la nuit à traquer cette photo pour qu'elle disparaisse le plus vite possible.
L'écrivaine Olivia Hervey dit avoir honte tandis qu'une autre internaute, journaliste, d'ailleurs pense que le droit de savoir doit avoir des limites. Au-delà de cette photo qui est venue jeter un froid sur la web sphère camerounaise, la semaine qui s'achève a été largement dominée par l'état de santé de l'ancien capitaine des Lions indomptables du football du Cameroun. Frappé par un accident vasculaire cérébral la nuit de samedi 1er octobre à celle du 2, Rigobert Song a eu droit à des millions de prières et des postes d'encouragement au Cameroun et au-delà des frontières. Les footballeurs ivoiriens Yaya Touré et le Camerounais Samuel Eto'o se sont dit en prière. Des messages de sensibilisation sur l'AVC ainsi que les gestes à avoir se sont multipliés sur la toile. Des polémiques sont aussi nées sur la mauvaise qualité des plateaux techniques médicaux au Cameroun qui ne permettent pas une prise en charge locale efficace, entraînant des évacuations sanitaires, parfois à haut risque. 3 jours après l'AVC de Rigobert Song, le hashtag Rigobert Song avait atteint plus de 7 millions d'utilisateurs Twitter. Nous souhaitons un bon rétablissement à Rigobert Song Baranak, dont la hargne de vaincre et l'engagement étaient connus de tous. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Passons à présent à Demain l'actu, notre rubrique Innovation. Jefté Temedi nous amène à la découverte de Genio Center, un centre qui encadre les jeunes enfants pour leur permettre de révéler leur potentiel. Des jeunes enfants de 4 à 17 ans qui réalisent des systèmes robotisés, des sites web, des jeux vidéo et des applications mobiles, c'est une réalité au Cameroun. C'est ce à quoi s'attelle le Genio Center, un centre qui s'est donné pour mission d'encadrer les jeunes enfants de manière à faire ressortir le génie qui sommeille en eux. Un génie qui a pu être exposé au grand public le 10 septembre dernier à l'occasion des Demo Kids où les enfants ont pu présenter l'objet de leurs travaux qui englobe tous les domaines allant des TIC au secteur des télécoms. J'ai appris à dessiner et à faire bouger des dessins. Je peux aussi créer des dessins animés, sauf que je ne peux pas faire qu'ils parlent. Mais en tout cas, à Genio Center, j'ai appris le travail d'équipe et j'ai aussi appris comment créer des jeux. J'ai travaillé sur une calculatrice en Python qui peut nous permettre d'effectuer certaines opérations comme l'addition, la subtraction, la multiplication et la division. Mon projet porte sur un émetteur radio et un émetteur radio permettant de créer des interférences sur une fréquence qui existe déjà. Sur cet émetteur radio, vous pouvez y mettre votre propre musique tout en faisant une publicité. L'occasion pour le public au rang desquels les parents de découvrir le talent immense de leur progéniture, un talent dont certains n'avaient pas encore mesuré l'ampleur. C'est ma fille de 6 ans qui a fait ça, le Bonogame. Elle est allée et vraiment j'ai envie que tous mes enfants soient là-bas. Parce que c'est ça l'informatique, c'est pas théorique, c'est pratique. C'est de l'informatique pratique, ce n'est pas la théorie. On fait quelque chose, ça se voit. Quand mon enfant fait un dessin comme ça sur mon ordinateur, ça c'est sur l'ordinateur qu'elle a fait ça à Genio Center. Et on m'a appelé 6 ans, une petite fille de 6 ans. Mais pour le Genio Center, tout ne s'arrête pas là. Si l'objectif est d'inculquer à ces enfants les rudiments de l'innovation, il est davantage question de les accompagner dans la concrétisation de leurs rêves à travers des outils adaptés à leur âge. Pour les projets les plus porteurs, l'idée est entretenue par des incubateurs du centre qui accompagnent ces enfants en parallèle de leurs activités scolaires. Les enfants s'en sortent super bien parce que les outils que nous utilisons sont adaptés à leurs âges. Donc il y a des outils pour créer des jeux vidéo qui sont adaptés aux enfants de 4 ans. Donc l'enfant se retrouve vite et ces enfants maîtrisent maintenant ces outils mieux que leurs formateurs. Après être passé à Genio Center, quand un enfant réalise un projet concret comme dans le cas de biabia.info, on trouve un mentor qui va porter le projet et donc qui va mener le projet, entretenir le projet sur le plan commercial, déploiement sur le terrain et l'enfant continue à apporter le support technique nécessaire. Pendant les vacances, l'enfant participe également à l'activité entrepreneuriale dont gestion de ce projet en question. Pour ne pas empiéter avec la formation académique et scolaire de ces jeunes enfants, les activités du Genio Center se déroulent seulement 2 jours par semaine en fonction de la disponibilité des enfants. 5,38 milliards, c'est notre chiffre du jour.
Il nous vient de l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes du Sénégal. C'est le nombre de minutes de conversation enregistrées par les 3 opérateurs de télécommunications du Sénégal entre mars et juin dernier. Le rapport trimestriel de l'ARTP fait notamment savoir que 410 millions de SMS ont été envoyés pour 15 700 000 lignes téléphoniques mobiles. Passons à présent à l'image du jour. Il s'agit là de l'actrice Lupita Nyong'o sur le plateau de l'une des animatrices américaines les plus célèbres, Ellen DeGeneres. La star mexico-kenyane porte sur ses photos des créations de la Camerounaise Kibonen Phi, qui vit à New York et qui a créé sa marque Kibonen NY, une exposition qui l'a propulsée au devant de la scène et dont les Camerounais sont particulièrement fiers. Vous pouvez suivre la marque Kibonen NY sur les réseaux sociaux à travers les adresses qui s'affichent au bas de votre écran. ActuNet, c'est terminé pour ce premier numéro de la 3e saison. Merci à vous d'avoir regardé et merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission. Je serai très heureuse de vous retrouver la semaine prochaine. En attendant, restons en contact sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Google+, et même notre chaîne YouTube. Vous pouvez nous écrire pour partager avec nous vos projets, vos innovations et vos trouvailles à l'adresse actunet@voxafrica.com. Prenez soin de vous et de ceux qui vous sont proches.